Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur votre chaîne panafricaine Afrique Média, l'info en continu, mais aussi Grand Zoom ce jour, sur une situation qui devient un peu chaotique, c'est-à-dire la situation en RCA, une situation qui ce week-end a connu un rebondissement assez spectaculaire et les dernières nouvelles qui nous viennent de la Centrafrique font état de ce que la rébellion de la Séléka ne contrôle plus Bangui. Et du coup, on se pose la question de savoir jusqu'où va aller cette rébellion lorsqu'on sait que Michel Djotodia, qui pour l'instant reste toujours le président autoproclamé, appelé à gérer une transition de 18 mois, transition décidée lors du sommet des chefs d'État et gouvernement de la CAC à N'Djamena le 3 avril dernier. Hollande se demande donc que va faire actuellement Michel Djotodia, qui est obligé à demander l'aide de la FOMAC. Retour sur cette situation un peu troublante au cœur de l'Afrique, la Centrafrique. On va aborder tout à l'heure les pillages, les morts qui se comptent déjà par dizaines, par quarantaines dans les hôpitaux, mais aussi les réfugiés. L'état, la situation où nous sommes, beaucoup de réfugiés se sont déjà campés du côté du Tchad, de la République démocratique du Congo et de bien d'autres pays voisins. Docteur Paul Ménessier, au cœur de l'info, au cœur de la situation, direction Bangui, les choses apparemment ne sont plus tellement contrôlables de ce côté. C'est tout simplement inacceptable. Il est inacceptable ce qui se passe en ce moment à Bangui. Parce que le pouvoir ne se partage pas, on dit le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se conquiert. Et pour le conquérir, il faut être prêt. Et on a l'impression aujourd'hui qu'une bande de voyous a foutu le pays dans le chaos. Parce que ce qui se produit en ce moment est totalement inacceptable. Et je ne partage non plus ces propos du président Djotodia qui, après avoir reçu le corps ecclésiastique hier et toute la société civile centrafricaine, a conclu en disant que ces soulèvements étaient l'objet de quelques intrus, en parlant des partisans de Bozizé. Si ce sont des intrus... Il a même parlé de guerre civile, c'est-à-dire que ces partisans-là veulent arriver à une guerre civile. Si ce sont des partisans de Bozizé, ce ne sont pas des intrus, ce sont des Centrafricains. Et s'il y a intrus à Bangui aujourd'hui, les intrus sont bel et bien ces gens qu'on ne contrôle pas. Parce qu'en réalité, le problème qui se pose en ce moment, c'est que parmi les différentes fractions rebelles qui sont parties des frontières nord et qui constituent la coalition, il y a comme parmi eux 80% de mercenaires qui aujourd'hui... 80% de mercenaires d'origine soudanaise qui demandent leur rançon. Donc la rébellion a été constituée en majorité de Soudanais et de Tchadiens qui en ce moment rançonnent le peuple au détriment de la paix en République centrafricaine. On va aller au cœur du débat tout à l'heure. Vous faites bien de mentionner parce que pour cette information, un quartier s'est soulevé, le quartier de Bora, qui en réalité s'en est pris aux forces de la Séléka. Certains des éléments de la Séléka auraient été lynchés. La confirmation a été faite cette matinée, aurait été lynchés, c'était au conditionnel hier, mais cette matinée, 7 membres du Séléka en réalité ont été pris au dépourvu par cette population en colère. C'est d'autant plus que, selon ces informations, ces forces-là avaient ratissé très large dans ce quartier. Président Aboubacar Sidiki, vous êtes un homme politique, vous êtes le président du mouvement patriotique pour le salut, et vous venez du Cameroun. On ne va pas trop parler du Cameroun, il faut déjà faire la précision d'entrée de jeu, mais on se pose la question de savoir. Alors, un sommet s'est tenu en N'Djamena. Le sommet a pris comme principale résolution une transition de 18 mois. Mais à peine que cette transition se met en place, qu'on en arrive à des scènes de pillage, à un chaos, un week-end pratiquement chaotique à Bangui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bonjour Etondi, bonjour docteur et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine. Je crois que les mots sont forts d'emblée. L'entrée en matière du docteur, je crois qu'il a tapé dur sur la Séléka.
Je vais un peu resituer les choses. Ça peut paraître un coup de gueule qui peut se justifier par rapport à la situation chaotique. Nous sommes là pour en débattre. Donc, je crois que ça implique notre façon de gérer les crises en Afrique. Vous savez, les convulsions qu'on voit dans nos pays après la chute d'un régime ne sont pas que le dada de la Centrafrique. Souvenez-vous, quand Mobutu partait, il y a eu des pillages dans son domicile. Quand de la République démocratique du Congo. De la RDC ex-Zaïre. Souvenez-vous très bien que quand tout dernièrement le président Diokonda Traoré a été poursuivi, pourchassé, il a même reçu un coup de poing qu'il a ouvert l'arcade sourcière. Donc je vais dire, les convulsions comme ça, c'est quoi? C'est la résultante de la politique, pas que de la Séléka, mais aussi de Bozizé, laissez-moi chuter s'il vous plaît, de Bozizé qui avant de partir a quand même distribué les armes à ses partisans. Gaddafi a distribué les armes, nous connaissons les conséquences, les dégâts collatéraux s'étendent jusqu'au Mali. Voyez-vous, il y a eu la chute de Moubarak, il n'y a pas eu de pillage. Il y a eu la chute de Ben Ali, il n'y a pas eu de pillage. Donc, s'il y a des pillages dans certains pays, c'est un peu aussi la conséquence du caractère ostentatoire, la disparité. La disparité qu'il y a entre les pauvres et les riches qui fait que, vous savez, n'ayons pas la mémoire courte. En Centrafrique, quand la Séléka est arrivée, les premiers jours, il fallait contenir la population qui faisait des pillages. C'était la population qui pillait. On aura quand même le droit de vous relancer parce que, en réalité, on a un reportage qu'on va suivre. Là, on va voir la Séléka avec ses membres, en réalité, qui plutôt étaient en train de piller. Oui, l'opération est cantonnée sur 2 quartiers. Vous avez dit un quartier, je crois c'est le kilomètre 3 et puis le quartier Boerap, c'est ça? Donc, c'est, je crois, une opération d'après la Séléka pour désarmer. Et ça, je crois que ça va de soi quand on vient dans un régime, quand on vient nouvellement en poste et qu'on ne peut pas accepter qu'après avoir combattu. La Centrafrique, c'est presque 1 million de kilomètres carrés. Ils ont combattu tout le territoire. Ils ont réussi à chasser le président Bozizé. Ils ne peuvent pas accepter qu'à l'intérieur de Bangui, qui est 2 quartiers qui sont armés, ils ne veulent pas donner à ces gens-là le temps de s'organiser à l'intérieur de Bangui. Je crois en tout cas, il y a des rafles qui arrivent dans tous les pays du monde. On va entrer dans le vif du sujet, sauf que il faut rappeler, avec l'objectivité dont vous faites preuve, qu'en principe, il y a des scènes de pillage qui ont été filmées, il y a des reportages qui ont été faits. Et puisque vous convoquez l'arrivée de la Séléka, on va d'abord prendre cet élément, mais garder cette question, celle de savoir, lorsque la Séléka monte quand même à Bangui, est-ce qu'elle ne s'est pas rassurée qu'elle peut contenir la situation? On va d'abord prendre cet élément qui en réalité nous ramène à l'entrée de la Séléka à Bangui avec les scènes de pillage qui s'en sont suivies. Justement, c'était le week-end donc, du 23-24 mars dernier. On revit cette situation, on va en débattre tout à l'heure. Il est parti par là, c'était un jeune, il venait dans notre quartier. La brigade d'intervention rapide de la Séléka, dépêchée en urgence. Un énième vol de voiture a été signalé. Une autre patrouille est déjà sur place pour arrêter le pillard. Une vingtaine de soldats en armes en tout, pour un seul homme. Beaucoup d'agitation, pour pas grand-chose ce soir-là. Il est venu, il est sorti par ici. Les gens, ils ont laissé les voitures là dans la quartier, ils sont rentrés dans la brousse. Arrêter les pillards à tout prix, c'est la mission prioritaire du colonel Abdul Fattah. Il en va de l'honneur de la Séléka. En prenant le pouvoir, les rebelles ont promis des jours meilleurs. Mais pour l'heure, à Bangui, c'est plutôt l'anarchie. La Séléka est là pour rétablir l'ordre, pour arrêter les voleurs. Nous, on est venus pour reconstruire ce pays. Encore faudrait-il mettre de l'ordre dans leur propre rang. Plus tôt, dans la journée, dans le camp de Béal, une scène de pillage généralisé. Nous, les Séléka, on est terribles.
Les entrepôts de l'armée de François Bozizé dépouillés par des rebelles de la Séléka. Des uniformes, des rangers, des tentes, tout est bon à prendre. On va garder, on fera ça, on deviendra militaire de la République centrafricaine. Mais vous êtes membre de la Séléka ou vous êtes des civils? Nous sommes des membres de Séléka. Qu'est-ce qui tire là? Ça c'est des tirs n'importe comment, du joie, sommation du joie, de la joie. Michel Djotodia s'est donné une semaine pour maîtriser les pillages. En ce qui concerne le casernement de ces hommes, en revanche, ou encore l'éviction des éléments incontrôlés, le nouvel homme fort de Bangui a préféré ne pas trop s'avancer. Retournons sur ce plateau. La logique voudrait que je vous remette la parole pour que vous essayiez de faire une lecture de ces scènes. Alors, oui, qu'est-ce qu'on s'attend? La question, il faut quand même la cibler. On s'attend à quoi lorsqu'on vient prendre le pouvoir? À des pillages, ou bien à un ordre, ou bien à une organisation, ou bien à une structuration? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir une ville qui est complètement dans le noir. Je crois que ça, c'est pas dû à la Séléka. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir des tenues militaires dans des domiciles. Peut-être une information à votre gouverne. La Séléka, là, c'est une information authentique. Sabote la fourniture de l'énergie le 23 dans la soirée pour entrer à Bangui. 23 mars, c'est 100 ans. Ça, c'est pour votre gouverne. Oui, ça, j'étais au courant. Le 23 mars, je crois qu'on était dans la logique des guerres. Il y a eu. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est la Séléka qui, selon l'information authentique, a plongé. Il y a eu des sabotages dans divers pays du monde. On a même saboté l'eau. Bon, parlons de Bangui. Non, mais je vais dire, quand on est dans la logique des guerres, que le jour, le 23, c'est, je crois, la veille de l'entrée de la Séléka à Bangui, donc ils ont usé de tous les moyens pour entrer. Ben, nous n'en sommes pas là. Revenons à ce qu'on vient de voir. Moi, je n'ai pas vu une ville dans le noir. J'ai pas vu une ville dans le noir. Ça, c'est pas dû à Séléka. Ça veut dire qu'il y a eu un gouvernant avant qui n'a pas pris la peine de développer son pays, qui s'est beaucoup recroquevillé sur son clan, qui n'a enrichi que son clan, qui s'est jamais soucié de son pays. Je pouvais parler du président Bozizé et qui, je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de partir à distribuer des armes. Tout à l'heure, on venait de voir des tenues et des tenues militaires qu'on sortait d'un domicile quelconque. C'est pas acceptable. Non, pas d'un domicile quelconque. Il s'agit de la résidence du président François. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'autoproclamation du président Djotodia. On ne parle plus de l'autoproclamation. Je crois qu'il y a une feuille de route. Il est déjà d'entrée dans cette feuille de route. On ne peut plus l'appeler président autoproclamé parce qu'il est président d'une transition. À partir du moment où les pays de la CEAC sont d'accord qu'il y aura un président de transition et que celui-là s'appelle Djotodia, tout ce qui est dans la Centrafrique doit s'y conformer. Il est désormais l'homme fort de Bangui. On ne doit pas avoir des casernes militaires à l'intérieur de Bangui qui sont à la solde du président déchu Bozé. Donc ça va de soi. Je ne le défends pas, mais je suis réaliste. Vous êtes réaliste. Docteur Paul Ménissier, lecture de l'image, on parlera de sémiotique, mais pas de sémiotique. Je ne pense pas que Djotodia soit l'homme fort de... Non, c'est l'homme faible de Bangui. Il est vraiment faible au point que il est incapable de comprendre ce qui se passe et dans le 4e arrondissement et dans le 7e. Parce que ce qui s'est produit au 7e et qui se répète au 4e en 2 jours, on pille le samedi, on tue, et on reprend le même scénario le dimanche, sans qu'il soit capable de dire uniquement la vérité. On n'est même pas encore au stade de savoir qui est responsable. Mais quand il reçoit la société civile et les ecclésiastiques hier, et qu'il rejette tout ça sur les intrus de Bozizé, il y a problème. Il y a problème. Il y a même mensonge. Il y a mensonge parce que l'image que nous venons de voir est parlante, elle est vraie. Et regardez le jeune qui vous dit nous allons entrer dans l'armée centrafricaine. Il n'est pas centrafricain, hein? C'est clair, il faut bien comprendre. La sémantique n'est pas idiote. Il commence par dire que nous sommes terribles, en fait. C'est les cas, nous sommes terribles. Nous allons entrer dans l'armée centrafricaine. Nous allons devenir des militaires centrafricains.
Ce qu'il est important de savoir et de comprendre ici, c'est qu'en réalité, on n'a pas conquis le pouvoir à Bangui avec les Centrafricains. On a conquis le pouvoir à Bangui avec des mercenaires. Et ça, je l'avais déjà expliqué ici. Ces mercenaires ont été financés par Sylvain Ndotingay et Firmin Finziro. Ils ont été recrutés par Sylvain Mendo au Soudan, en partie au Tchad. Mais ils sont beaucoup plus venus des frontières. Et méfions-nous de ces mercenaires qui rôdent sur les frontières, parce que le scénario qui se produit aujourd'hui en Centrafrique, on le connaît. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de situation en Afrique. Des colonnes de rebelles où des gens se mêlent de toutes les nationalités et s'obstinent à renverser des pouvoirs au fur et à mesure. C'est une colonne du même genre qui avait renversé, qui avait porté le président Yoweri Museveni au pouvoir. C'est la même colonne qui allait porter Kagame au pouvoir. Et c'est la même colonne qui avait chassé Mobutu Sese Seko au pouvoir. Donc la colonne qui est entrée à Bangui et qui pille, qui tue depuis quelques jours, est une colonne dangereuse pour toute la sous-région d'Afrique centrale. Alors, docteur Paul Ménessier, la relance est pour vous deux. Voici le fait. Le fait, c'est que Borab, l'un des quartiers les plus touchés par les violences du week-end, les informations qui viennent de là font état de ce que les populations exaspérées par la rébellion du Séléka, les membres de la rébellion du Séléka qui sont entrés dans ce quartier, s'en ont pris à ces membres-là et que du coup la FOMAC s'est interposée. Mais il y a quand même confusion quelque part. La Séléka qui est partie pour protéger ou sécuriser, ratisse large, et c'est la FOMAC qui vient intervenir. Je commence par vous et je viens à vous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que ceux qu'on essaie d'accuser ne sont plus là. Quand on dit que Bozizé, le président Ousmane, Aboubacar Sidiki, excusez-moi. Le président du mouvement patriotique pour le salut Bozizé a distribué des armes. Non, je ne pense pas. Parce que le dernier contingent rapproché de Bozizé s'est retrouvé à Gozo. C'est à la frontière avec la République démocratique du Congo. Oui. Il y avait plus de 450 personnes. On a pu désarmer la moitié à la frontière du Congo et une moitié on ne les a pas désarmés. Mais ils sont entrés. C'est pour ça qu'il n'y a plus de force de réplique sur le plan armé, sur le plan militaire, en tant que partisan de Bozizé en Centrafrique. Et c'est ça qui exaspère la population qui, elle est victime des pillages de la Séléka. Et c'est la population qui se rebelle contre cette, les membres du Séléka, les membres de cette coalition, et qui prend en charge sa propre défense. Donc il s'agit aujourd'hui d'un affrontement entre les populations civiles et les rebelles, ça n'a rien à voir avec les militaires de Bozizé. Bon, je vais chuter en disant qu'il y a une chose très importante, c'est que on ne peut pas, ils ont dit qu'ils étaient en train de fouiller les maisons pour trouver des armes, mais il n'y a pas des armes dans l'orphelinat. Ils ont pillé un orphelinat et jeté des petits enfants à l'extérieur. D'où l'intervention de l'archevêque. De l'archevêque, ce qui est très grave. Donc on ne peut pas ne pas mettre Jojo Dia, voilà, à l'index, parce que dans tous les cas, c'est lui qui est incapable aujourd'hui de maîtriser cette troupe. Et cela peut se comprendre, on arrivera tout à l'heure. Merci. Alors, il a toujours été dit ici que c'est la force des arguments, le choc des faits. Alors, voilà les faits. Ils sont là dans ce quartier. Et ce qui nous intéresse pour notre gouverne, et d'ailleurs la gouverne des téléspectateurs, c'est de savoir pourquoi on arrive à cette confusion, comme si pratiquement il n'y avait plus un maître. Président Aboubacar Sidiki. Je crois que sur les deux interventions du docteur Paul Ménessier, je souligne deux antinomies avec ma pensée. Le jeune soldat a dit qu'il va rentrer dans l'armée centrafricaine. Il aimerait rentrer dans l'armée centrafricaine. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas centrafricain. Je crois il vient d'où? J'en viens. Je crois qu'il a eu deux interventions. Je crois quand même. Je vous relance. C'est le débat. Pas besoin. Donc, quand on parle de colonne qui a déstabilisé quelqu'un dans un pays, quelqu'un d'autre dans un autre, et là qui a déstabilisé Bozizé, je vous rappelle que Bozizé est aussi venu par les armes. Et c'est la même colonne qu'il a mis. Je ne suis pas là pour discuter, je ne sais pas, en parallaxe avec lui pour défendre peut-être la Séléka. Je suis là pour être réaliste. Je vais être au-dessus du débat. C'est pour ça que je vous ai... Ma question est très simple. Pourquoi cette confusion alors qu'il y a un maître de lieu? J'implique
tous les Africains dans notre façon de gérer les crises. J'ai dit très simplement, le président Bozizé est venu en Centrafrique par les armes. Avec qui? Ça, on n'en parle pas. Est-ce qu'il est venu aussi avec des Centrafricains? Parce que là, ce qu'on fait faire passer, c'est quoi? C'est que la Séléka n'est pas des Centrafricains. Non, c'est mal connaître la Centrafrique. Il faut revoir la configuration des Centrafricains. Les Centrafricains qui sont à l'extrême, ceux qui sont à la frontière avec le Tchad, ont je sais pas, la physionomie des Tchadiens, mais ils ne sont pas des Tchadiens, ils sont des Centrafricains. Bon, mais je ne vais pas les défendre. J'ai dit, nous avons un président qui a concentré toutes les richesses autour d'une ville qui s'appelle Bangui, qui n'a pas eu le temps pendant 10 ans de gérer son pays. Il n'a jamais maîtrisé son pays. C'est ce qui est la confusion actuelle. Il est parti, j'en viens. Il est parti, il a laissé une situation où il a distribué des armes. C'est pas tout Bangui qui a embrasé, ces deux quartiers ciblés. Il n'est pas parti avec toute l'armée. Je vous rappelle que quand on suit pas à pas cette situation, un moment, la Séléka a lancé un appel pour demander à l'armée régulière centrafricaine de rentrer dans les casernes. Ils n'ont pas enregistré de retour. Donc, où sont passés ces militaires-là? Ils doivent être dans la nature. Il faut les désarmer. Là, je suis d'accord avec le nouvel homme fort. Il appelle le nouvel homme faible. Ça, c'est des propos qu'il engage. En tout cas, vous avez dit... Pourquoi vous suivez sa pensée? Développez vos idées. Ma question reste encore... je pourrais prendre... Qui est Pierre, M. Etoundi? Au début, quand la Séléka est entrée dans Bangui, les pillards, c'était la population. La Séléka... elle essayait d'escander. Vous l'avez déjà dit, je pensais qu'on avait évolué pour arriver à la confusion. Non, mais parce que là, vous voulez me faire accepter, vous voulez me faire avaler cette pilule. Vous avez dit que la population a pillé. Nous avons un fait. Le quartier a été ratissé large par la Séléka. Et les populations s'en ont pris à la Séléka et la FOMAC a été appelée au secours. Les populations, si c'est celles-là qui sont armées, ce n'est que normal qu'elles soient exaspérées. Elles ne veulent pas être désarmées. C'est facile à comprendre. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Et la Séléka, bon maintenant, je crois, j'ai dit tantôt que c'est des convulsions normales après la chute comme celle-là d'un régime qui est tyrannique. Ce n'est que normal. Maintenant, le président Bozizé, qu'il veut peindre un homme intègre, un homme républicain, il ne s'est concentré que tout dernièrement, son souci n'était pas humain. Quand il a fait venir les Sud-Africains, son souci était de sauvegarder quelques richesses en signant quelques contrats avec les Sud-Africains. Donc, nous sommes dans un pays... Je vais vous prendre la déclaration de Michel Djotodia que vous... en fait, je ne sais pas si vous le défendez, c'est peut-être vous qui voyez les choses de cette manière. Il dit, et dans les mesures qu'il envisage prendre depuis hier, qu'il va organiser le casernement des forces de la Séléka. Alors, ça veut dire que c'était des forces contrôlées, contrôlables ou incontrôlées? Je crois que... Ça, ce sont ces mots. Monsieur Etoundi, ils sont arrivés au pouvoir il y a à peine un mois. Vous n'allez pas me dire qu'une rébellion de 10 ans ou de 5 ans va être casernée en un mois. Ah, ok. Voyez-vous? Donc, ça, c'est un cheminement. Moi, je me dis, l'Afrique et le monde est déjà aux cheveux de la Centrafrique. Je crois que ça ira de mieux en mieux. Ça ira de mieux en mieux. Alors, on va suivre l'autre reportage. Sauf qu'en réalité, il n'est pas, et je l'ai toujours rappelé, nous l'avons toujours rappelé ici, il n'est pas question de peindre en noir ou en blanc les uns et les autres le choc des idées, des arguments, des faits. On va encore aller prendre, c'est des choses, hein, c'est des situations chaotiques depuis samedi dernier jusqu'à hier dans la soirée. D'ailleurs, même ce matin, la calmie qui est là-bas à Bangui est tout à fait précaire. Un reportage sur la situation. Des scènes de chaos à Bangui, en Centrafrique. Les habitants du quartier de Boïrabé fuient après les affrontements qui ont opposé civils et rebelles de la Séléka ce week-end. La plupart des maisons ont été pillées. Des témoins font état d'un carnage. Aucun bilan officiel encore, mais on parle d'une vingtaine de morts. Ici, à l'hôpital de l'Amitié de Bangui, les blessés et les déplacés se réfugient. Le chef des putschistes, devenu président, Michel Djotodia, accuse les partisans du président déchu, Bozizé, de vouloir déclencher une guerre civile.
Alors, accusation contre accusation, on ne va pas s'arrêter là, on va quand même s'arrêter sur ce qui se passe à Bangui. Nous devrions avoir un ex-député, parce que vous le savez très bien, l'Assemblée nationale a été suspendue par le président autoproclamé à cet instant-là, parce que c'est ce que nous disons. Maintenant, le président du Conseil national de la transition décidé le 3 avril dernier. Alors, voici quelques-unes de ses déclarations. Il dit qu'il va envoyer des renforts à Bangui, qu'il va demander des renforts à Bangui, 500 policiers, 500 gendarmes supplémentaires. Il a tendu la main à la FOMAC et l'on sait que demain, un sommet se tient en N'Djamena à cet effet. La question centrale reste, jusqu'où peut aller la Séléka à Bangui, en Centrafrique? Paul Benji. La Séléka ira jusqu'où la légitimité devrait permettre à une rébellion d'y arriver. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer demain à N'Djamena, tout comme ce qui s'est déjà passé jusqu'ici, me semble être les théâtres incohérents d'une solution qu'on ne recherche pas fondamentalement. Parce que qu'est-ce qui s'est produit avec la présidence de Michel Djokodia? Non, je continue à penser, et c'est vrai, ce sont les faits. C'est un président autoproclamé, on ne peut pas le nier. Même quand Bozizé part du pouvoir, il y a un processus mis en place par les instituts. Il y a mis un processus de transition du pouvoir. C'est le président. Les accords de Libreville, il faut le préciser. C'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assumer l'intérim. Et ça a duré 2 jours. 2 jours au cours desquels personne ne pouvait prendre le contrôle à Bangui parce que les scènes de pillage et les canons pétaient encore dans l'air. Et pendant ce temps, juste quand la calmie revient, M. Michel Djokodia s'autoproclame président, au détriment même de toutes les fractions rebelles, parce que le vrai problème est d'abord au niveau des rebelles. Il n'a pas le contrôle parce que les fractions ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas déjà d'accord entre elles, et elles ne sont même pas d'accord avec la société civile. Je vous rappelle que quand le 11 N'Djamena et qu'on demande qu'il faut mettre sur pied un comité national de transition, vous savez très bien qu'il a publié la liste des membres de ce qu'on appelle ça, de ce comité national de transition. Conseil national de transition. Oui, qui doit également jouer le rôle d'assemblée constituante, ce qui n'était pas prévu. D'accord. Mais si cela doit jouer le rôle d'assemblée constituante, alors que la société civile dénonce déjà de ne pas être suffisamment représentée, et même des régions entières, on parle d'un sud, d'une partie qui n'est pas totalement représentée dans cette assemblée constituante, on sent une volonté arbitraire, despotique et dictatorielle de vouloir assumer le pouvoir après avoir mis de côté celui que vous considérez comme un dictateur. Je trouve que non, on ne peut pas guérir le mal par le mal. Donc, ce qui se produit en ce moment est une erreur technique, tactile et même un peu de stupidité dans la gestion de cette crise centrafricaine. Je crois qu'il y a problème et qu'aujourd'hui, Michel Djokodia devrait s'en remettre aux institutions. Il devrait s'en remettre à la transition qui aurait dû être celle qui garantit la paix aux Centrafricains. Paix aux Centrafricains, est-ce que Aboubacar Sidiki, le président du mouvement populaire, mouvement patriotique pour le salut, alors, dites-moi un peu, vous qui êtes dans l'idéologie du salut, d'où va venir le salut de la Centrafrique, puisque demain il y a un sommet, ayant constaté un week-end chaotique, avec tout ce que cela comporte comme dérive, d'où viendra le salut? Le salut viendra sûrement du dialogue. Moi, je crois que le sommet de N'Djamena est salutaire. Désormais, on sait que les grandes décisions, les décisions fortes de l'Afrique centrale se décident à N'Djamena. Et puis, concernant les accords de Libreville, qui ne les a pas respectés? C'est Bozizé. C'est lui qui a respecté les accords de Libreville. C'est le non-respect de ces accords qui a en tout cas, vous continuez, je vous relance tout simplement en précisant que les deux ne s'entendent pas, parce qu'une interview, je ne sais pas si on peut nous trouver cette interview, une interview réalisée par Afrique Média au président François Bozizé, précise qu'en réalité, la Séléka n'a pas respecté les accords. Et de l'autre côté, la Séléka dit que le président François Bozizé n'a pas respecté les accords. Alors, on se trouve dans une guerre. Moi, je me perds un peu. On parle des affrontements. À ce que je sache, ce n'est pas des affrontements inter-Séléka.
On venait de voir un reportage comme quoi c'est des civils exaspérés qui affrontent les éléments de la Séléka. Donc il n'y a pas eu de division quelconque à l'intérieur de la Séléka. Les civils exaspérés qui ont été ratissés large par les éléments de la Séléka. Voilà, mais quand le docteur parle de factions rivales, on a vu que le 1-23, entre eux, il y a eu des morts, il y a eu une bataille acharnée. À l'intérieur de la Séléka, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de bataille acharnée. Je dis, c'est très difficile pour eux de redresser la barre. Ils sont face à une crise. Maintenant, allons-nous vers une crise de régime? Vous allez me permettre de vous relancer là. Il faudrait, vous savez, nous sommes une chaîne qui fait dans l'authenticité et la recherche, la quête de l'information. Précision faite, information bien authentifiée. La Séléka s'est divisée pendant les 2 jours au cours desquels Michel Djotodia ne s'était pas proclamé président. C'est une information que tout le monde connaît. Alors, ça veut dire qu'à l'intérieur... S'il y a division... Attendez. Division ne veut pas dire affrontement. Ils ne s'attendaient pas quand au les sein armes de leur... crépitent, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas. La discussion qu'il y aura en Djamena, ils peuvent ne pas s'entendre durant cette discussion. Question ne fermée. pas s'entendre Question n'a rien à fermée voir avec... Parce que quand on parle des morts... Question fermée. Je vais d'abord chuter. Est-ce que vous allez chuter? Question fermée. Est-ce qu'il n'y a pas de division au sein de la Séléka depuis le sommet, depuis les accords de Libreville, en fait la rencontre de Libreville? Anecdote du verre à moitié plein ou à moitié vide. Je ne suis pas membre de la Séléka. Ah, ok. Je crois que alors, puisque vous avez la primeur des informations, vous êtes mieux placé pour me dire s'il y a division ou pas entre la Séléka. Mais tout ce que je vais dire, c'est quoi? C'est très simple. Oui, nous sommes devant un fait accompli. Ça ne sert absolument à rien de remuer sur les nationalités des uns ou des autres. La Séléka est à Bangui. Le président Bozizé est au Bénin. Dans un de ses domiciles, on a trouvé aussi un charnier. Quand on a ouvert la prison de Bozambélé, qu'on appelle Guantanamo, on a découvert des horreurs. Les gens sont restés pendant 3 ans sans être jugés. Nous sommes dans un pays, les horreurs, la Centrafrique a vécu des horreurs. Ça fait longtemps que la Centrafrique subit les âpres des affrontements, comment on appelle ça, claniques. Donc maintenant, nous sommes face à une situation. La CEAC essaie de sauver cette situation. L'envoi du renfort pour aider à maintenir Bangui est salutaire, je le dis, et il faut l'applaudir. Il ne faut pas revenir en arrière. La Séléka ne repartira jamais en brousse. La Séléka, comme vous l'avez dit, n'est pas là sûrement pour venir déstabiliser le Cameroun. Et je vous dis, ce n'est pas la Séléka qui a déstabilisé, comment dirais-je, Museveni. Ce n'est pas la Séléka qui allait déstabiliser notre pays. Arrêtons de prêter, comment on appelle ça, des intentions à des gens qu'on ne maîtrise pas le contour. Alors, avec votre permission, on va aller dans le sens du dialogue, parce qu'en principe, peut-être le dialogue et l'entente qui pourra gérer cela. Et d'ailleurs, le président tchadien Idriss Déby est pratiquement au centre de cette affaire. Et aussi le président de transition, parce qu'il faut cette précision, de transition, Michel Djotodia a demandé un renfort qui sera certainement accordé. On va aller dans le sens de ce dialogue, mais en nous posant la question de savoir quelle sera donc l'orientation du sommet de demain. On va voir la souffrance des populations centrafricaines tout à l'heure avec le vaste mouvement des réfugiés. Je crois d'ailleurs, j'ai demandé une interview tout à l'heure, on va la voir. Parce qu'en principe, si c'est le dialogue, il va falloir que toutes les parties soient autour de la table. Docteur Paul Mélissier. Non, mais le président Aboubakar est certes très au courant de tout ce qui se passe. Parce que quand il dit que la Séléka ne viendra pas déstabiliser le Cameroun, je ne sais pas d'où il vient. Non, mais parce que vous dessinez, vous dessinez le diable sur le mur. Cameroun sur ce plateau. Mais cela démontre quand même qu'il y a des sous-jacents, il y a des sous-entendus qui mettent la Séléka sous... Docteur Paul Mélissier, oui. Il y a le Gabon, il y a la RDC, d'ailleurs il y a une carte là derrière qui, en préparant cette émission spéciale, on a vu un peu cette allure géopolitique
géopolitique et géostratégique qui peut conduire, je ne veux pas, il fait une cristallisation sur le Cameroun, mais il faut voir le problème de manière un peu plus large. Oui, vous continuez. Qui peut inspirer ce genre de propos. Non, je voudrais simplement dire que si ce genre de propos peut être inspiré, ça veut dire que quelque part, fondamentalement, le Séléka est, dans la Séléka ou le Séléka, la coalition Séléka, disons ça comme ça, est une coalition dangereuse pour la paix. Dangereuse pour la paix, pas simplement parce que le président autoproclamé Joshua Dia ne contrôle plus les rebelles éparpillés sur toute l'étendue du territoire, parce qu'on semble se concentrer sur Bangui. Il n'y a pas qu'à Bangui qu'il y a des exactions. Il y a des exactions graves à l'intérieur du pays orchestrées par les militaires, par les rebelles de la Séléka. Mais le plus important, quand on dit qu'il n'y a pas de division, c'est pas vrai. Tout le monde sait que Meskin est venu jusqu'à la frontière du Cameroun avec une fraction qui ne reconnaît pas l'autorité de Michel Joshua Dia. Donc, on sait aussi que hier, Michel Joshua Dia a fait appeler tous les commandants de la coalition pour leur demander à chacun qu'est-ce qu'il pensait, quel était son point de vue, pour créer la symbiose qui n'existe plus. Donc, dire qu'il n'y a pas de division, ce n'est pas du tout vrai. Les fractions rivales se sont créées. Et la fraction la plus parlante, c'est celle de Meskin, qui s'est retirée avec plus de 600 personnes bien armées jusqu'à la frontière du Cameroun. Donc, et il n'est pas un partisan, je rappelle, du président Bozizé. Donc, je dis ceci, la transition était prévue après les accords de Libreville. Nicolas Tchanga devrait assurer le premier ministère et Bozizé devrait assurer la présidence. Le vice-premier ministre devait être assumé par les rebelles, donc le fameux Michel Joshua Dia. Quand le président de la République quitte ses fonctions, qu'il les quitte de n'importe quelle façon, c'est le président de l'Assemblée qui est supposé faire la continuité et non un président autoproclamé. Il n'a aucune légitimité. Donc je m'attends demain à ce que la réunion de la CEAC remette les choses à pleine couture. Il faut que la Constitution soit respectée si on veut garantir la stabilité en Centrafrique. C'est-à-dire qu'on revienne aux institutions que Michel Joshua Dia a supprimées parce qu'il a absolument les institutions. En fait, ça c'est votre point de vue, votre analyse. Alors voilà la carte de l'autre côté, parce que tout à l'heure, le président Aboubakar Sidiki du mouvement patriotique pour le salut, vous parliez tout simplement du Cameroun. En fait, nous n'avons pas à faire cette cristallisation puisque c'est la sous-région Afrique centrale et d'ailleurs la CAC et la CEMAC. Alors voilà la carte. Il y a probablement le fait que cette situation d'accusation, de contre-accusation, de pillage, de mort, et ainsi de suite, puisse s'embraser. C'est le risque là que vous évoquez? Non, moi je ne me cristallise pas sur le Cameroun. J'ai dit qu'on arrête de dessiner le diable sur le mur. Je refuse qu'on dise que c'est cette colonne qui fait la pluie et le beau temps dans plusieurs pays en Afrique centrale. C'est faux. Ça n'a pas de sens. Parce que quand on dit que c'est la même colonne qui a déstabilisé un X, Y pays, c'est faux. C'est une rébellion centrafricaine qui est arrivée au pouvoir, comme Bozizé qui était aussi en rébellion qui est arrivé en Centrafrique. Moi, je me retrouve. Alors, on va suivre. Mais chaque fois que. Oui, allez-y. Voilà. Allez-y. Non, mais parce le que président Bozizé arrive au pouvoir. Voilà, je ne perds pas le fil de la pensée. Je vais dire, moi, je veux être au-dessus de positions partisanes. Nous sommes dans une république qui s'appelle la Centrafrique, qui souffre depuis longtemps de la mauvaise gestion de tous ses dirigeants, y compris la Séléka, parce qu'ils n'ont géré qu'un mois. On verra bien leurs 18 mois comment ça va se passer. Ils sont face à une situation qui ne fait que perdurer. Et ça, dans toutes les crises, c'est la population qui en pâtit. Ça, nous le savons. Donc moi, je dis, le respect des institutions, le respect des décisions de la communauté comme celle de la CEAC, qui est actuellement au chevet de Bangui, doit être de primeur. C'est-à-dire, c'est sûr que si Joshua Dia a accepté et que les dirigeants de la CEAC ont décidé de convoquer cette réunion, c'est pour trouver une solution, pour revoir la feuille de route qu'ils ont dressée à la Séléka. Au besoin, il y a des pays où on envoie 20 000 casques bleus pour essayer de sécuriser le territoire.
je suis d'accord avec toi. J'ai eu à faire plusieurs émissions avec le docteur Paul Menesi concernant la Centrafrique. On a accusé ici Bozizé le fait d'avoir abandonné le reste du territoire. Une fois de plus, moi, je suis compatissant. Je lance un appel, franchement, de cœur à l'endroit de la population centrafricaine qui souffre. Mais je crois que bientôt, je crois que c'est la sortie du tunnel pour eux. J'ose espérer qu'il y aura une démocratie qu'on va rétablir et tout va se passer par les urnes. C'est que les armes vont cesser de parler. Voilà. Mais maintenant, je me cristallise sur aucun pays. Je rappelle que quand on me dit que c'est une colonne qui déstabilise tel pays et qui est prête à déstabiliser un autre pays, non, franchement, là, je m'inscris en faux. Alors, vous inscrivez en faux, mais vous avez suivi... En fait, vous avez rejoint le fil d'Ariane de cette émission spéciale. C'est la préoccupation sur le dialogue. Et le président François Bozizé le disait qu'en principe, il faut que tous les fils et filles de la Centrafrique s'asseyent sur une même table. On va, je crois, cette interview est de l'autre côté de la régie, puisque nous l'avons demandé. On va prendre cette interview sans oublier cette carte qui nous remet quand même au bout du jour les préoccupations de cette sous-région. Alors, on va peut-être parler, Monsieur le Président, de la Centrafrique, si vous voulez bien, parce que le temps passe très vite. Donc, ce pays au sud du Tchad, le président Bozizé a été renversé il y a environ 3 semaines par les rebelles du Séléka. Quel a été le rôle du Tchad dans ce coup d'État? Parce que vous passiez pour un soutien, un allié du président Bozizé avant ce coup d'État. Non, ce n'est pas allié du président Bozizé, c'est trop dire. Allié des Centrafricains, des peuples centrafricains, bien sûr. C'est pourtant vous qui l'avez aidé à arriver au pouvoir il y a 10 ans, quand même, François Bozizé. Comment? Vous l'avez soutenu quand il est arrivé au pouvoir il y a 10 ans. Non, je l'ai soutenu quand il est arrivé au pouvoir. Oui, je l'ai soutenu quand il est arrivé au pouvoir. Et j'ai soutenu le peuple centrafricain. Ce n'est pas la personne du président Bozizé que j'ai soutenu. Donc ceux qui disent que vous avez lâché, François Bozizé... Je ne suis pas le seul. C'est toute la sous-région qui a été solidaire avec le peuple centrafricain depuis 1994, je dis bien, depuis 1994. La sous-région a injecté pas mal de ressources en République centrafricaine, a consacré aussi beaucoup de soldats qui sont morts en Centrafrique, des Tchadiens, des Camerounais, des Gabonais ou des Congolais ou autres, pour la restauration de la paix dans ces pays. Malheureusement, nous sommes très loin d'atteindre les objectifs. Et la situation auquel nous sommes arrivés aujourd'hui est une situation qui est très grave. C'est pour ça que nous avions donc tenu dernièrement un sommet ici. Le sommet avait consacré, a pris un certain nombre de décisions que nous avions donc soumis au Centrafricain. Et le sommet devait avoir le 18. En principe, c'est le 15 qui devrait avoir le 18. Mais j'ai repoussé au 18 pour donner un peu de temps aux Centrafricains de s'organiser et de venir avec, venir avec des propositions concrètes de sortie de crise. Parce que justement, vous ne considérez pas le chef de la rébellion, Michel Djozodia, comme le nouveau président de la Centrafrique? Moi, je ne le reconnais pas comme le nouveau président de la Centrafrique. C'est une question de principe. Et donc vous qu'il s'agisse dans le cadre de l'Union africaine ou qu'il s'agisse dans le cadre de la CAC, nous ne pouvons pas reconnaître un président qui s'est autoproclamé. Qu'est-ce que vous dites au Centrafrique? Alors, nous ne pouvons pas reconnaître un président qui s'est autoproclamé. Je l'ai dit à l'introduction, le président Idriss Déby Itno du Tchad est pratiquement au centre des préoccupations pour ramener la paix dans ce pays. Et d'ailleurs, il venait de le dire, le sommet va se tenir demain parce qu'après le sommet du 3 avril dernier, il était question que les Centrafricains eux-mêmes apportent des propositions. Mais les Centrafricains autour d'une table. Je recommence par vous. Oui, je disais tantôt que moi je... Vous avez quand même suivi le président Idriss Déby, il dit qu'on ne peut pas reconnaître un président qui s'est autoproclamé. Je l'ai suivi en exclusivité sur RFI avant de voir ce reportage, avant de voir les images. Je veux dire que, bon, c'est une conformité. Une fois de plus, la solution viendra des propositions faites par la Séléka.
pas de Bozizé. Tout à l'heure, mais le président Idriss Déby, lui, parle des solutions de tous les Centrafricains. Mais vous dites de la Séléka. Bon, il a dit qu'il attend des autorités. Les autorités, par définition, la représentation de toute la société centrafricaine. C'est-à-dire, ils vont aller avec les propositions concrètes, comme il l'a dit, pour essayer de trouver une sortie souhaitable pour la Centrafrique. C'est tout ce qu'on peut prier, tout ce qu'on peut souhaiter à ce pays voisin. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce pays voisin, sauf que le président Aboubakar Sidiki, dans les précisions, le président Idriss Déby parle du peuple centrafricain. Docteur Paul Ménessier, préoccupation, Idriss Déby, le président tchadien, est quand même engagé dans cette affaire. Et vous avez bien suivi dans cette interview qu'il a été taxé d'avoir soutenu le président François Bozizé. Il a dit qu'il a soutenu le peuple centrafricain. Oui, on a un président Idriss Déby que nous apprécions tous pour son activisme au niveau de la défense de la paix dans toute l'Afrique, et spécialement dans la sous-région. Je veux rêver, je veux croire que les propos qu'il vient de tenir, il va également les mettre en évidence demain lors de ce sommet, parce qu'il est question que les fractions qui doivent participer à cette réunion ne soit pas forcément uniquement le Séléka comme le président je crois que c'est un lapsus. Voilà, mais je crois que la société civile va être en N'Djamena, la société ecclésiale va être en N'Djamena, les opposants, l'opposition démocratique sera en N'Djamena, et puis Séléka sera en N'Djamena. Ce n'est qu'une fraction de toutes les composantes socio-politiques du pays. Alors, il faut que toutes ces composantes en N'Djamena demain parviennent à une conclusion, à des propositions concrètes, réalistes. Et je suis sûr qu'une proposition réaliste, ce n'est pas le maintien de Michel Diodia en tant que président autoproclamé, parce que sa seule présence a déjà heurté tellement de sensibilité. Parler de Bozizé ici me semble un tout petit peu indécent, parce qu'en réalité, il n'est plus au pouvoir. Mais on ne peut pas garantir la paix au Centrafrique si on ne désarme pas Bozizé en tant que éventuelle rébellion. Mais on ne peut désarmer Bozizé que si on crée des conditions démocratiques. Ah oui, justement, vous continuez, docteur Paul Ménessier. C'est pour ça que je parlais d'une interview, mais on a plutôt pris l'interview du président tchadien, oui. Puisqu'il est réclame, en fait, il demande, il suggère qu'il y ait il faut qu'il y ait des conditions démocratiques en Centrafrique pour que tous les Centrafricains, y compris Bozizé, s'ils aspirent toujours au pouvoir, puissent venir postuler de manière démocratique vers l'assentiment du peuple. Et non de créer un pouvoir autoritaire, dictatorial, proclamé, qui va créer des frustrations de l'autre côté de la frontière pour que dans 10 ans, on se retrouve encore dans le même scénario. Donc, il faut arriver à un véritable consensus. Et le consensus, pour moi, c'est respecter ce que prévoit la Constitution. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec cette... Parce que c'est un Centrafricain, je vais le retrouver tout à l'heure, qui fait quand même cette réflexion. On est quand même dans un cycle infernal. Il va falloir sortir de ce cycle infernal qui voudrait que, quand quelqu'un est au pouvoir, c'est une rébellion qui gouverne la base arrière. Je suis un peu désaxé quand vous scrutez mes phrases. Je n'ai pas dit que c'est la Séléka qui sera à Bangui. J'ai dit c'est le Conseil national de transition, qui est un organisme qui a été mis en place par 97 personnes, venant de toutes les couches sociales, que ce soit de la société civile, des autres partis politiques, qui sera représenté. Ça ne sera pas et les évangélistes ou bien je sais pas, la société civile qui sera représentée. C'est le Conseil national de transition qui doit résoudre les problèmes, enfin qui doit aller avec une feuille de route, essayer de résoudre avec les propositions des autres pays de la CAC. Ne me dites pas que j'ai dit que c'est la Séléka, non, s'il vous plaît, arrêtez de scruter mes phrases. On est en train d'essayer de trouver une sortie honorable à ce pays-là. On n'est pas dans un choc des idées sur la Centrafrique. Voilà. Maintenant, N'Djamena, qu'est-ce qu'on attend de N'Djamena? Que tout le monde range les armes. Ça, c'est la première des choses. Vous n'allez pas me parler tout de suite de démocratie et de vote tant qu'il y a des armes qui pilulent. Qu'on
retrouve l'intégrité du territoire centrafricain. Tant que la République centrafricaine ne retrouve pas son intégrité territoriale, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut organiser des élections. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on monte la charrue avant les bœufs. Il faut que les choses se fassent d'une façon logique. La Séléka est arrivée, elle fait face à des manifestations, des pseudo-divisions à l'intérieur, comme vous avez dit. Et elle fait face maintenant à une population qui est exaspérée par des années de misère. Maintenant, la CEAC au chevet de la Centrafrique, je crois que la CEAC n'a pas autre choix que l'envoi des soldats pour aider d'abord à sécuriser Bangui, sécuriser la Centrafrique avant de penser à la démocratie. Et donc, je ne me focalise pas sur Bozizé, mais on ne peut pas, puisque ça c'est franchement les dégâts collatéraux causés par un président qui est parti, et les dégâts collatéraux ne sont pas causés que par ce président, par une rébellion qui est arrivée. Donc on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Alors, question, on va prendre maintenant, on va vers la dernière ligne droite de cette émission. On va voir un peu la souffrance de ce peuple, des populations tout à l'heure, avec des milliers de réfugiés déjà. Donc on a quand même envie, en suivant votre logique et votre cohérence, de vous poser la question de savoir, lorsque le président autoproclamé, parce que là je prends l'expression de celui qui préside à la CEAC, c'est-à-dire le président Idriss Déby, qui dit qu'on ne peut pas l'admettre jusqu'à ce moment comme président de la Centrafrique, puisqu'il s'est autoproclamé. Ça vient d'être dit. Lorsqu'il traite une autre partie comme des intrus, est-ce que ça ne fait pas problème? Est-ce qu'il parle avec des propositions de ceux-là qui sont déjà classés comme des intrus en Djamena demain? Le président Idriss Déby ne peut pas aller à l'encontre des décisions prises par la communauté internationale et l'Union africaine en particulier. Il se conforme. Personne n'a reconnu Michel Dioto-Dia comme président, mais actuellement on le reconnaît comme président du Conseil national de transition, parce que là, ça c'est une ligne tracée par la CEAC. Maintenant, moi j'ai envie de vous poser une question. Sauf que c'est moi qui les pose. Quand quelqu'un... c'est des questions-réponses. Dites-moi, quand quelqu'un prend un matelas, quand quelqu'un pille pour prendre un écran télé, quand quelqu'un pille, je ne sais pas, pour prendre le mobilier, un frigidaire ou bien une gazinière, c'est parce qu'il en manque. Il fallait créer des conditions pour que ces pays-là soient à l'abri quand même des besoins élémentaires. Ça veut dire que la pauvreté, j'ai dit tout à l'heure que j'interpelle nos dirigeants quant à la disparité des classes. Quand il y a d'un côté un caractère ostentatoire des richesses cumulées par je ne sais pas, très peu d'individus, l'infime minorité et que la majorité croupit dans la pauvreté, chaque fois qu'il y a clash quelque part, cette majorité a tendance à se venger. Et ça, c'est une réalité, il faut la voir en face. C'est une réalité qu'il faut voir en face, sauf que ça crée des dégâts et c'est la population qui souffre. Premier reportage de cette situation assez dramatique de ces peuples ou de ces populations de la Centrafrique. On va voir cette situation des réfugiés pratiquement dans les pays voisins. Reportage. 2013, en raison des conflits en République centrafricaine, un afflux important de réfugiés est arrivé au Tchad, dans les camps de Bel-Homme, situés à une trentaine de kilomètres de la frontière. L'aide humanitaire est assurée par des agences des Nations Unies et des ONG. Le travail d'information et de sensibilisation des familles est crucial avant d'apporter des soins aux enfants. Du 15 au 17 mars 2013, l'UNICEF contribue à la mise en œuvre d'une campagne nationale pour apporter des vaccins contre la poliomyélite, des suppléments en vitamine A et des comprimés pour le déparasitage des enfants. L'UNICEF nous a engagés, nous les volontaires de la Croix-Rouge du Tchad, ils sont venus pour la sensibilisation. On les sensibilise de ménage en ménage pour les informer que les vaccinateurs vont venir. Il est vrai que nous avons le même droit de la santé. C'est important de s'occuper des réfugiés parce que nous sommes des autochtones. Si on ne s'occupe pas d'eux, ça devient des problèmes entre nous et les réfugiés.
Nous ne voulons pas qu'il y ait des polémiques entre nous et les réfugiés. Bon, avant c'est un peu difficile parce qu'on se comprend mal et ils ne nous comprennent pas, nous aussi on les comprend mal. Mais pour le moment, comme on a déjà habitué, on se comprend bien. Les vaccinateurs sont eux-mêmes issus des communautés ciblées par la campagne. Environ 250 réfugiés centrafricains arrivent chaque jour dans le nord de la République démocratique du Congo. L'ONU estime leur nombre total à 30 000. Ils ont fui l'instabilité dans leur pays où la rébellion du Séléka a renversé fin mars le président François Bozizé. Environ 3 000 ont aussi fui vers le Cameroun, s'ajoutant aux 87 000 déjà présents. Le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés en visite sur place se félicite de l'accueil de la RDC. Il est très important de souligner qu'un pays comme la République démocratique du Congo a connu tellement de tragédies, probablement l'une des pires tragédies humanitaires au monde. Il est donc grand temps pour la communauté internationale de faire preuve de la même générosité et de la même solidarité envers les peuples de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. D'après l'ONU, la difficulté d'accès à la zone où se trouvent les réfugiés complique l'acheminement de l'aide. Un nouveau camp pouvant accueillir 10 000 personnes doit être ouvert prochainement. Retour donc sur ce plateau, dernière ligne droite, nous sommes, Dr Paul Ménessier, dans l'orientation de ce qui peut construire la Centrafrique avec tous ses fils et toutes ses filles, sans qu'on ne puisse faire la chasse à la sorcière et sans qu'on ne puisse revenir à un cycle infernal. Alors là, on est un peu entre deux éléments, à savoir l'Assemblée constituante qui a été votée par acclamation et le Conseil national de transition. Ça fait quand même deux choses qui ont deux degrés de compréhension. Non, le vrai problème en ce moment, c'est que ces deux appareils, ou ces deux instruments, aussi bien le Conseil national de transition que l'Assemblée constituante, sont des appareils contestés, fortement contestés en Centrafrique. Donc, on n'aurait pas pu attendre grand-chose de cette situation parce que il y a quand même eu un pouvoir absolu, ça je le dirais toujours, il y a eu un pouvoir absolu qui s'est autoproclamé, qui s'est installé et qui a organisé le reste des choses. Donc, quand la CEAC réagit pour la première fois pour imposer qu'il y ait un Conseil national de transition et une Assemblée constituante, il y a déjà ce pouvoir central géré par Michel Djotodia, en tant que chef rebelle. Donc, tout ce qui est organisé, après, est organisé par lui. C'est pour cela que il lui est reproché, parce qu'il lui est tellement reproché un certain nombre de choses qu'on a déjà reproché à des différents présidents qui ont gouverné avant lui, notamment l'immixtion de sa famille dans les différents appareils du pouvoir. Ces appareils sont donc aujourd'hui totalement délégitimés à cause du choix des personnes qui les constituent, à cause du choix des personnes qu'on a fait venir pour créer plutôt des pseudo-pouvoirs à l'intérieur de ces assemblées en faveur d'une fraction de la rébellion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne peut pas avoir, il n'y a aucune base pour créer une harmonie à travers ces deux instruments. La seule base, à mon avis, qui garantisse à tout le peuple une continuité
de la démocratie, c'est de faire respecter la Constitution. Et il était prévu dans cette Constitution que le président de l'Assemblée nationale devrait accéder au pouvoir en cas de transition et s'assurer à organiser le pouvoir. Donc, cette proposition que vient faire la CAC était une proposition déjà biaisée par le pouvoir autoproclamé de Michel Djotodia. Donc, attendons demain pour voir les instruments qui seront proposés par les Centrafricains, s'ils seront suffisamment crédibles pour qu'on laisse assurer cette continuité. La preuve, c'est que vous avez vu les élections, ils sont passés du Conseil Conseil national de transition. Il y avait deux. Le premier instrument qui était le Conseil de transition au Conseil national, parce que le Conseil national CNT, c'est l'appellation de la CEAC. Mais avant ça, il y avait une autre appellation. Conseil supérieur. Conseil supérieur, voilà, de transition. Et donc, pour passer d'un instrument à un autre, il n'y a pas fallu, il y a juste eu un changement de terme et un vote par acclamation. Mais les qui ont voté par acclamation, c'était des gens acquis à la cause de Michel Djotodia. Ça n'avait rien à voir avec les composantes populaires de la République centrafricaine. C'est pour ça que on peut dire que ça n'a aucune légitimité aujourd'hui. Aucune légitimité, on va là à Bangui et c'est pour ça que j'ai reposé cette question pour démêler les cheveux. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un conseil supérieur de transition. Après s'être autoproclamé, c'est Michel Djotodia qui le met en place. Ce qui est contesté au plan africain et international, on va à Bangui, Conseil national de transition, on rentre. Il faut maintenant faire une assemblée constituante. Alors, demain, on va à Bangui pour refaire quoi? Boubacar Sidiki. On va à N'Djamena pour faire quoi? À N'Djamena pour refaire quoi? Merci. Merci. Oui, je crois que le docteur vient de donner quelques pistes de solutions. C'est peut-être, la première, c'est peut-être l'élargissement du Conseil national de transition pour intégrer les parties absentes de la transition. Donc, s'il y a des partis qui s'estiment lésés, je crois que c'est l'occasion pour qu'ils intègrent. Je crois que c'est l'une des pistes de solution. Maintenant, n'oublions pas que la République centrafricaine, c'est un pays enclavé. Mais c'est un pays qui regorge des richesses minières. Donc, abandonner ce pays en forçant la main au Conseil national de transition actuel, c'est quoi? C'est le pousser vers un voyeurisme. Un conseil qui n'est même pas encore bien installé, il y a des pays dans le monde qui aimeraient bien récupérer des pays comme ceux-là pour en faire d'autres destinations. Nous savons que là, s'ils ne trouvent pas de solutions au niveau de la CAC, vu qu'il fait face à des problèmes, généralement, il y a des pays comme Taïwan qui acceptent qu'on les reconnaît et qui sont prêts à mettre de l'argent. Et c'est par là qu'entre souvent aussi le terrorisme. Parce que lui, quand il sera face au mur et qu'il va manquer de devises, et que la CAC, l'Afrique centrale et l'Afrique ou la communauté internationale ne les accompagnent pas, ils seront obligés de trouver une autre solution. Et ça, c'est une issue malheureuse qu'il faut éviter. C'est pour ça que le sommet de N'Djamena sera salutaire. Donc, parmi les postes de solutions qu'on peut proposer, c'est justement l'intégration des lésés, des laissés pour compte de cette Conseil national de transition. Les laissés pour compte, et peut-être qu'on arrive aussi à instaurer un véritable dialogue, parce que 50 ans de putsch, rarement le pays n'a connu une telle instabilité. Docteur Paul Mendy, on sort par cette porte-là. Oui, et pour finir avec les putschs, il faut absolument retourner au jeu démocratique. Alors, pour ouvrir la démocratie, c'est-à-dire donner la possibilité à Bozizé et à tous les autres de revenir conquérir le pouvoir de manière démocratique, est déjà une garantie qu'on ne peut plus faire de la guerre. Mais c'est aussi une garantie qu'un processus de paix s'enlise sur le pays pour plusieurs années. Aujourd'hui, nous pouvons espérer que le sommet de demain produise des effets dans le sens d'améliorer la transition de manière à ce que toutes les composantes du pays puissent se sentir concernées. Mais surtout, qu'on cesse d'utiliser des autoproclamés pouvoirs pour diriger une communauté en pleine transition. En passant, je voudrais dire que Nicolas Tchangaï a été refoulé en France.
il est en train de prendre l'avion pour les États-Unis depuis hier, à la recherche des capitaux. Pourtant, il y a bien près de plus de 25 milliards liquides laissés par François Bozizé dans les caisses de la BEAC. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait la paix, s'il y avait la légitimité, ils auraient eu accès à cet argent sans aucune difficulté. Il faut donc revenir sur la table et négocier vraiment. Il faut revenir sur la table et négocier. Rebondissement, c'est demain, ce sera à N'Djamena, vous l'avez dit, ce sera à ce sommet qui en réalité va peut-être inscrire une autre touche pour qu'il n'y ait pas cette manière de gouverner, tout simplement peut-être pour les intérêts, mais aussi cette manière de gouverner pour impliquer tous les Centrafricains, qu'ils soient déchus ou en place. Vous voulez intervenir très rapidement, on a la fin de cette émission. Oui, je ne voudrais pas faire dans la langue du bois. Hein. Je vais être dans la réelle politique. Hein. Réelle politique, c'est quoi? C'est dire que nous savons généralement quand viennent les putschistes. Et j'ose espérer qu'on ne va pas se retrouver dans la situation du Mali où il y avait un jeu démocratique et qui a été encore estompé par l'armée avec un putsch qui a tout faussé et qui a mis ce pays dans le chaos. Donc en Afrique, on peut s'attendre à tout. Donc je crois, concernant le cas Bozizé, j'aurais bien aimé qu'il revienne aussi dans le jeu démocratique. Mais nous sommes dans un monde globalisé où quand on découvre un charnier humain dans ton domicile, qu'il y a des exactions, la disparition de Charles Massy, je crois que c'est des précédents qui suivent et qui auront des dégâts conséquents sur son devenir politique. Oui, mais Charles Massy, on sait quand même comment il a été tué. C'est bien Firmin Finziro qui l'a tué. Ce n'est pas Bozizé. On peut aussi dire qu'en parlant de charnier, oui, on n'a pas trouvé des charniers. En réalité, ce n'est pas des charniers. Le terme est un peu exagéré, président. Alors, le terme est exagéré, on va peut-être, avec le sommet de demain à N'Djamena, au sommet au cours duquel le président tchadien Idriss Déby attend vivement des propositions concrètes pour le peuple centrafricain afin de reconstruire ce pays. 50 ans de putsch, c'est une situation pratiquement infernale que vit ce pays, le cœur pratiquement aussi de l'Afrique. Madame, monsieur, pour plus d'infos, c'était cette émission spéciale sur la République centrafricaine. Merci, docteur Paul Ménessier, d'être venu. Merci, Hubert Itondi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont accompagnés. Merci, président Aboubacar Sidiki, d'être venu. Merci, docteur. Merci. Et surtout la convivialité qui a existé parmi vous au cours du débat. Ça fait plus de 10 plateaux qu'on partage généralement des débats où on a des idées en entonnoir. Donc si parfois on est antagoniste, ça peut aussi arriver. Merci bien. Madame, monsieur, votre chaîne la plus panafricaine d'entre tous, c'est 24 heures sur 24 d'infos. Derrière nous, c'est toujours l'info qui continue parce que le monde, c'est ici chez nous.